Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Ceci est la deuxième partie de l'épisode avec Louis de la tribu Uniqueen d'Amazonie. Il nous parle de son tour en Europe, de sa culture et de la situation environnementale en Amazonie, et voici donc la deuxième partie de l'entretien. Et pour moi, c'est un des grands apprentissages aussi, qui est plutôt en vogue actuellement, face au manque de sens de vie que je pense beaucoup de personnes sentent actuellement dans tout ce qu'on passe dans le monde, le retour à l'appel un peu plus collectif, les modes de village collectif, village de connaissances, ville durable. En fait, pour moi, il y a aussi peut-être cette possibilité de repenser des bases avec ces peuples qui serait pas un retour à l'âge de pierre, un retour en arrière, mais c'est justement, je pense, une avancée d'une nouvelle relation à un temps plus vrai, une relation à l'espace, à l'autre, à la collectivité qui est vraie, mais naturellement organique, naturellement en système de partage, et qui fait que les choses prennent une autre tournure. Parce que par exemple, donc il y a ce numéro assez global, mais donc assez général, mais pour qu'on ait une notion. Donc aujourd'hui, il est considéré que au niveau mondial, les peuples premiers représenteraient 5% de la population, un peu moins même, moins de 5% de la population mondiale, mais ils protégeraient plus de 80% de notre biodiversité planétaire. Et nous, par exemple, donc dans la communauté de Noui, donc où nous sommes déjà allés 2 fois avec Guilherme, où nous avions eu des discussions, par exemple, avec les agents agroflorestaux. Donc, ce sont les personnes qui se forment, entre autres, notamment à la ville, pour avoir des nouvelles connaissances en plantation, diversité donc écologique, et qui intègrent avec les connaissances traditionnelles. Et donc, ils nous expliquaient que dans leur mode de production traditionnel, par exemple, parler de la banane, donc avec leur mode de production traditionnelle, familiale, avec le rythme de la lune, du soleil, etc., comme ils ont eu toujours l'habitude de faire, ils l'ont appris de génération en génération. Ils nous avaient donné des calculs, alors que je n'ai plus en tête, mais de tonnes de production, qui étaient 2 à 3 fois plus importantes que la monoculture d'en face, qui polluait avec des OGM, qui détruisait le fleuve juste à côté, parce qu'en plus, un des gros problèmes là-bas, donc, c'est que la monoculture, et notamment la culture bovine, donc qui est un des plus gros problèmes, en fait, notamment dans la région de Nouy, est faite en bord de fleuve. Et qui est en fait l'écosystème le plus important et le plus fragile aussi de l'Amazonie, puisque c'est là où se gardent les réserves d'eau. Et donc, mais par facilité de transport, facilité confort aussi finalement, ils déforestent les berges, et on voit très drastiquement, en fait, finalement, et ça c'est important de le dire, un processus de désertification du coup qui se passe là-bas. Et ça c'est quelque chose qui est en train de se passer, auquel on parle encore peu. L'Amazonie a une typologie donc climatique et même environnementale assez similaire donc au Sahara. Et donc les recherches scientifiques expliquent qu'aujourd'hui donc l'Amazonie a toutes les proportions mais à devenir donc à terme un désert, et qu'on serait déjà dans un processus de désertification avancé, accéléré, du fait des changements climatiques accrus et des pollutions que le monde souffre, notamment l'Amazonie. Et l'état du Acre, donc, est considéré, donc qui est l'état de Nouy, est considéré comme le thermomètre de l'Amazonie, parce que c'est l'état le plus sensible en termes de son écosystème. C'est où il y a le moins de réserves d'eau. Donc on voit l'Amazonie une grande réserve d'eau, mais il y a quand même des régions d'Amazonie qui ont notre typologie un peu plus sèche, donc comme c'est le cas de l'état de Nouy. Donc, et c'est une région où est en train de commencer un processus de désertification accéléré, et ce sera un processus type effet domino en fait,
Rien que par rapport à la typologie de sol, etc., le fait qu'il n'y ait pas d'élévation en Amazonie, une fois que le processus commence, en fait, c'est un point de non-retour où l'Amazonie étant le régulateur mondial du climat et des précipitations mondiales, une fois que ça commence, l'impact est en chaîne et il y a un point de non-retour. Et les propres peuples parlent de ça, nés au cœur de l'Acre. Donc les peuples premiers disent qu'il y a eu un changement drastique sur les 10-15 dernières années, mais qui combine vraiment avec une hausse accrue des invasions de terre, des déforestations, où ils ont vu un grand changement. Donc, il explique très concrètement sur le niveau du fleuve, sur les crues. Là, récemment, il y a eu énormément de catastrophes avec des grosses inondations qui n'étaient jamais arrivées dans leur région. Et en même temps, des périodes de sécheresse très drastiques où il n'y a quasiment plus d'eau dans le fleuve et où ils disent que prochainement, ce sera plus des bateaux qui vont passer comme ils se déplacent normalement, mais des voitures. Et que ce sera pas du progrès humain, mais ce sera la fin. Et donc, ils le disent très concrètement. Ils le disent aussi, donc nous, on était en août l'année dernière, donc chez Noui. Et donc, ils parlent beaucoup de la quantité de poissons, mais la qualité des poissons, qui est un des aliments de base de leur tradition. Et donc, ils disent qu'il n'y a plus de poissons, ou qui, généralement, les poissons les rendent malades. Et là, quand on était, donc, il y a quelques mois, les poissons arrivaient morts de temps l'eau était chaude. Ah, donc c'est dû à la chaleur de l'eau, Aussi, température de l'eau. pollution. Donc, il y a des régions d'Amazonie où il a été comprouvé scientifiquement que l'eau est polluée à plus de 90%, notamment avec du mercure. Mercure étant utilisé donc pour l'extraction de minerais, de l'or notamment. Et donc, c'est un métal lourd donc dont on sait les conséquences, entre autres, mais au niveau neuronal, au niveau de la pollution donc environnementale, mais sans retour en plus sur le nombre d'années de ces effets. Et eux, ils le disent aussi, donc l'apparition de maladies qui n'étaient jamais arrivées en Amazonie, des cancers, des tumeurs, beaucoup de douleurs à la tête, des enfants handicapés. Donc c'est difficile d'avoir un recensement, mais parce qu'eux, ils utilisent leur système de santé traditionnel. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut constater. Eux peuvent le constater ouais. en Le l'échelle cancer, d'une la année, quoi. tumeur, Enfin, etc. d'une vie. Et voilà, des choses qu'ils avaient jamais vues. Parce qu'ils ont une relation à la santé et à la médecine qui est très profonde avec leur tradition. Et eux-mêmes, ils disent, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Et on sait même plus comment les soigner. Surtout que l'eau est quand même le vecteur de la vie. C'est les berges qui sont par exemple le plus important. C'est là où on va aller laver nos vêtements avec les enfants, ils vont s'hydrater. Beaucoup de contaminés au mercure à ces moments-là. C'est un problème qui est récurrent malheureusement. Mmh. Ouais, et alors même que en même temps, donc ces taux de pollution très élevés, de manière frénétique, sans contrôle, très peu d'études parce que c'est un territoire très grand. Aujourd'hui, on a très peu de transparence au niveau du Brésil, au niveau mondial, sur les données, sur les impacts court, moyen, long terme. Donc c'est pour ça nous aussi qu'on partage la voix des peuples premiers et leur relation à ce terrain. Et c'est là finalement que vient aussi notre réflexion et la réflexion de nous et de nombreux autres leaders qu'ils ont besoin de nous parce que finalement donc ces grands travailleurs de la terre, donc qui vraiment protègent naturellement l'écosystème dans lequel ils vivent, vraiment en harmonie. Ils protègent la forêt, ils reflorescent aussi au nom de l'humanité. Et ils ont besoin de nous, puisque ce sont dans les pays, les peuples peut-être les plus fragiles, les plus sensibles à tous ces changements climatiques, finalement, à ces pollutions directes, parce qu'ils n'ont pas donc, toutes les technologies qui pourraient nous ici nous protéger davantage entre des filtres, etc. Et donc pourquoi, pourquoi ne pas commencer à juste les aider rien qu'à ce niveau-là pour qu'ils puissent continuer leur travail en paix. C'est vraiment une phrase qui est fréquente chez les Honey Queens, c'est on veut juste continuer notre travail en paix, de paix en paix. On a cette réflexion et donc sur la relation à la technologie entre autres, puisqu'aujourd'hui il existe tellement de technologies, y compris de nettoyage, de dépollution, y compris de fleuves, de lacs, etc. Et combien ce serait important et urgent d'ensemble aller faire des études de cas, faire des prototypes de projets là-bas, et c'est ce à quoi on veut se destiner aussi, donc avec notre mouvement. Et non seulement pour aider ces peuples, mais toute l'humanité. Parce que, entre autres, l'Amazonie, si ça c'est des études récentes, aurait encore dans son cœur de quoi nourrir en eau la planète entière pour 400 ans.
Au-delà donc tout du système aussi de régulation climatique qu'elle fait par les précipitations, les fleuves volants aussi, ce système qui vient directement nous toucher en Europe. Donc cette réflexion et que ces peuples vivent et nous partagent si fortement, quand est-ce qu'on va commencer à comprendre que la nature, c'est nous-mêmes? Attaquer un arbre, c'est tuer un frère. Polluer de l'eau, c'est salir notre propre sang, entre guillemets. Donc comment commencer à changer cette relation à la nature et comprendre qu'on a des systèmes à faire ensemble où tout le monde va gagner en qualité de vie, en bien-être, en futur. Ouais. Moi, je vois vraiment ça comme un combat parce que c'est pas seulement... Enfin, tout le monde n'a pas envie d'entretenir la forêt. Il y a des gens qui pensent uniquement à leurs propres intérêts, à leurs propres entreprises, à l'extraction des métaux, à l'extraction du bois, etc. Et donc, comme c'est tellement loin de où ils vivent, eux, ils s'en foutent un peu, je pense. Je sais pas si c'est vraiment facile de leur faire changer d'avis. C'est des gens qui sont pas sur le terrain. Ouais, c'est ça, Si clairement. tu veux, Ils s'en rendent donc pas compte. Hein. les intérêts économiques priment toujours. Il peut y avoir un changement de conscience en amenant justement ces gens sur le terrain, et c'est ce que proposent Ouais. les peuples comme Nui, d'amener les gens sur le terrain, de leur faire prendre conscience aussi de toute la richesse qu'il y a et de pouvoir travailler autrement et ensemble pour à la fois préserver l'environnement, parce que c'est global, on parle d'Amazonie, mais ça touche le monde entier. Voilà, c'est toute la planète qui est concernée, enfin tout est lié, et à la fois pouvoir produire assez de ressources, de créer de la valeur, etc., mais de manière plus éthique, en fait, et plus respectueuse de l'environnement, sur une vision à long terme, comme dit Mathilde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'humanité qui est comme ça, on est dans l'urgence et dans le tout de suite maintenant, et on pense pas forcément on se rend pas compte des conséquences qu'il y aura dans quelques années, quoi. Faut quand même comprendre cette double punition. Donc au final, ils ont l'incapacité de produire comme avant. D'accord? C'est nous qui leur envoyons cette facture finalement, puisque c'est nous qui polluons le plus le monde. D'accord? On les empêche de produire de façon traditionnelle chez eux. On est en train de massacrer l'environnement. Aujourd'hui, les écocides peuvent être reconnus, que ce soit par des sociétés ou par des États. Donc, ce qui est important de se dire, c'est qu'on est dans le constat déjà. On est dans faire réaliser aux gens via l'éducation que oui, l'impact est là, qu'il est extrêmement fort et qu'il va falloir justement s'impliquer à plusieurs actions. Ce n'est pas les Sonic Queens qui vont malheureusement pouvoir sauver l'Amazonie, vu qu'ils le font déjà depuis des siècles. C'est nous qui sommes le problème, nous qui devons repenser notre dynamique d'échange avec eux, mais aussi ce partage, puisqu'il y a un partage des richesses, ça, on sait le faire, on en a beaucoup pris. Il y a aussi un partage des responsabilités. Et c'est sur ce point-là, à mon avis, qu'on va commencer à tous s'orienter. Les États doivent prendre leurs responsabilités, et nous, en tant qu'individus aussi. C'est vrai qu'il y a peut-être une avancée finalement déjà majeure qui est une espèce de prise de conscience de la crise climatique, qu'il y a effectivement des écocides et que ça peut être punissable. C'est déjà un premier pas. Maintenant, il faudrait peut-être serrer la vis pour dire ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer ensuite les dégâts. Je pense qu'on peut s'inspirer d'eux, finalement. Ils sont dans le partage. On a fait tout cela pour l'économie, réellement, pour notre système économique, pour les imports, les exports, toutes ces bonnes raisons, qui aujourd'hui se retrouvent à n'être plus pérennes. Le problème, c'est la pérennité. Exploiter l'Amazonie, c'est peut-être plus le bon mot. C'est peut-être plus de l'exploitation qu'il faut faire. Il faut peut-être la revaloriser. À un moment donné, on a planté du soja, et puis maintenant, avec 10 ans de plus d'expérience, on se rend compte qu'il y avait des millions en biotechnologie, et même des labos pharmaceutiques qui avant étaient prêts à exploiter la forêt, sont aujourd'hui à vouloir la protéger en se disant, mais non, c'est bien là, en effet, qu'il y a l'argent, dans cette biodiversité et dans ces futurs remèdes et autres produits miracles qu'on a détruits, qu'on a laissé passer. Aujourd'hui, on a ce changement, qui est même au niveau économique déjà perçu. Donc, il est temps de parler, d'échanger, d'organiser ces dialogues et ces rencontres entre ces acteurs. Là, c'était l'une des premières. Je pense qu'elle invite à bien d'autres. En parlant de nouvelles technologies, elle œuvre pour amener des nouvelles technologies
au sein des peuples pour les aider. Então, para mim, a tecnologia na aldeia, ela é importante, né, para Donc Louis nous partage ici une réflexion sur l'intégration des technologies avec les modes de vie traditionnels donc de son peuple. Donc il considère qu'aujourd'hui donc les technologies peuvent vraiment être un appui à tous les défis donc qui vivent, donc notamment au niveau des changements climatiques, de la perte donc des territoires et même de leur population donc et leurs traits culturels dont ils ont souffert donc depuis des siècles, depuis le contact notamment de la colonisation et beaucoup de cycles notamment donc, au niveau de l'Amérique du Sud entre des dictatures, des génocides, etc. Donc où rien qu'au Brésil, on est au niveau de l'Amazonie, il y a eu plus de 600 ethnies qui ont disparu. Donc sur les 500 dernières années, donc, il y en a encore près de 300 vivantes, mais c'est qu'un tiers de tout ce qui a déjà existé en termes de diversité. Et il faut comprendre qu'une ethnie, c'est une réalité, c'est une relation à la réalité, une relation au monde, c'est une langue, c'est une culture, c'est tout un pan de l'humanité aussi, mais qui en même temps que s'éteint, se perd en tant que culture vivante, nous fait perdre quelque chose aussi en tant que bibliothèque de l'humanité. Et donc, nous y voit aujourd'hui beaucoup les technologies donc pouvant aider à ce service, notamment donc par exemple il parlait des technologies audiovisuelles et ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi nous aussi nous avons créé la Floresta TV, donc en tant que TV des premiers en contact avec le monde. Ça a été un appel urgent de nombreux leaders de l'Amazonie, notamment au milieu du Covid, où ils se sont rendus compte que donc par rapport à la pandémie, il y a notamment donc ceux qui étaient le plus touchés étaient les anciens, qui pour eux sont les bibliothèques vivantes, nées de sagesse, de connaissances très ancestrales. Et finalement, nombreux anciens ont disparu et avec eux tout un livre de connaissances, une bibliothèque universelle qu'on a perdu. Alors même qu'il existe aujourd'hui des centaines, des milliers de technologies, de savoir-faire, mais pour maintenir cela vivant au-delà de l'espace-temps finalement. Et nous, c'est comme ça que notre travail donc a commencé donc l'année dernière, donc vraiment de dédication, donc l'usage entre des technologies audiovisuelles à service des communautés indigènes, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne nous coûte pas grand-chose finalement, mais de nous donner un peu de notre savoir-faire, notre talent, notre technologie, et c'est tellement riche qu'on a à gagner en retour. Et c'est vraiment ce message qu'ils nous ont passé. C'était là, moi, voilà, nos anciens disparaissent, sont malades, et j'aimerais beaucoup au moins l'enregistrer pour laisser ça vivant pour nos futures générations. Sauf que j'ai pas de carte mémoire, j'ai pas internet pour vider ma carte mémoire, j'ai pas d'ordinateur pour éditer et vous l'envoyer, donc finalement tout se perd, tout simplement tout se perd. Et ça c'est pour moi c'est un crime aussi et une responsabilité qu'on a aussi face à tout ça, mais de faire notre minimum, c'est-à-dire de donner accès. Mais quand nous il explique donc avoir l'accès, c'est aussi former ces gens. Ils ont une ouverture d'esprit et une volonté d'avoir accès à un minimum donc de technologie quand ça les intéresse du moins, et aussi à une formation qui les aide donc à gagner en autonomie, parce que c'est quelque chose de très important comme pour tout peuple et culture qui veut rester vivante, c'est avoir droit à son autonomie. Et donc c'est tout un travail, donc comment les aider à se former à ces technologies en intégration culturelle avec leurs principes, avec leur mode de vie communautaire aussi. C'est tout un point très important, toute une éthique aussi à voir sur le terrain, parce qu'il dit voilà, non, on veut être demain en contact direct avec vous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi pas continuer nos réflexions avec Mathieu ou avec qui que ce soit qui serait intéressé à approfondir le débat depuis ma communauté, non seulement avec moi, mais avec notre famille, mes enfants. Vous voyez aussi le terrain, parce que eux, c'est pas des peuples seulement qui parlent, ce sont des peuples qui font avant tout. Donc peut-être notre différence. Donc en même temps qu'il est en train de parler, sa communauté est en train de vivre cette réalité qu'on est en train de discuter, et de non pas seulement maintenant, aujourd'hui, mais depuis des siècles et des siècles. Ça, c'est aussi une des comprobations, puisque finalement, ces peuples ont réussi à se maintenir vivants malgré vraiment tout ce qu'ils ont vécu en termes d'attaques, de génocide, qui vivent encore aujourd'hui, donc de manière générale, au niveau mondial,
mais encore plus en Amazonie, parce qu'ils ont cette relation à la réalité, à la nature, cette connaissance qui est presque infinie de plantes, de chasse, de culture qui ont maintenu donc leur capacité de vivre vraiment en autonomie, qu'on a totalement perdu. Mais moi, j'ai une histoire assez intéressante qui s'est passée que j'aimerais partager. Récemment, donc nous étions donc en janvier-février donc en Amazonie avec Guilherme, donc dans une autre région qui s'appelle le Jourdain. Et nous avons participé à une rencontre qui était une rencontre politique du peuple Runiquim, puisqu'il y a des élections au Brésil cette année, et plusieurs Runiquim aimeraient se présenter en élection politique. Et donc, on fait une rencontre pour penser une proposition collective et même un modèle, un système de politique basé sur leur modèle organisationnel et leur mode de vie. Et donc, à la base, du monde a été invité, c'est que là-bas, donc, vu l'absence des fois de technologie, c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est le téléphone arabe. Donc, ils pensaient recevoir à peu près une centaine de personnes. Le jour, nous, on est arrivé, qui était déjà le deuxième jour de cette rencontre, qui était sur 4 jours, sont arrivés finalement 500 personnes. Bon. Alors, moi, on rentrait avec Guilherme de la COP26. M'est venue une réflexion, mais ça, c'est la vraie COP. Est-ce que, d'un coup, non seulement donc des débats politiques, mais en même temps donc des enfants, des femmes, et puis une organisation sociale qui s'organise. Il y a eu 5 fois plus de personnes que prévu, et ben pas de problème. Pendant que les débats se passent, une partie du groupe va chasser, l'autre va prendre du manioc, les femmes vont cuisiner, les enfants vont jouer, et finalement créer cette possibilité organique d'être ensemble qu'on a aussi vachement perdu. Je me posais la question si ça s'était passé ici, donc comment est notre capacité réactionnelle d'organisation au-delà de nos expectatives finalement d'avoir 100 ou 500. Mais eux, c'est très très naturel et finalement tout le monde a eu ce qu'il fallait à manger, à boire en travail collectif. Donc ça a été une grande réflexion presque symbolique, on va dire, si ce n'est prophétique pour moi sur le terrain. Et au-delà de ça, j'ai eu un moment avec une femme au bord du fleuve qui me regardait. Donc, j'étais la seule étrangère, finalement, donc non indigène, qui était là-bas. Et tous les débats étaient en langue vraiment indigène. Donc, on essayait de participer comme on pouvait. Et donc, cette femme me regarde dans les yeux et elle me regarde, elle fait « Bon, tu as l'air différente. De quelle tribu viens-tu » Je fais « Oh !» Je fais « Bah écoute, moi je viens d'un peu loin, je viens de la France. » Et je vois qu'elle me regarde sans trop de compréhension. Je fais « Bah oui, tu comprends un peu. Donc la France, ça vient de l'Europe, un autre continent. C'est hors de l'Amazonie. » Et je voyais elle restait assez sans réussir à se situer. Donc j'avais quoi? Moi j'avais mon iPhone. Bon, je dis bon bah c'est l'heure de l'utiliser à bon escient. J'ai pris une carte, etc. Google Maps. Je dis bah voilà, écoute, nous on est là ici. Dis-moi d'où tu viens. Donc elle m'explique, elle venait d'une communauté distante de 4 jours de bateau. Et c'était la première fois qu'elle sortait, à plus de 2 heures de sa communauté finalement. Et donc elle m'explique comment elle est venue, le chemin sur le fleuve. Et donc moi je prends Google Earth machin donc moi je viens d'ici, la France, il faut prendre l'océan. Donc je vois déjà elle regarde, donc j'explique l'Amazonie, tout ça, la forêt. Donc on fait l'échelle et ça devient déjà très riche en fait. Je me dis bah ça sert à quelque chose là aujourd'hui mon iPhone, même sans internet ça peut servir. Après elle me regarde et elle fait mais qu'est-ce que vous chassez là-bas? Ah, excellent. Et là, elle m'a foutu une colle, je regarde, très profonde en fait, qu'est-ce qu'on chasse. Et par hasard, justement, au bord du fleuve, passait un bateau avec quelques marchandises de vente, parce que du coup, forcément, des gens de la ville essaient de profiter qu'il y avait 500 indigènes pour vendre du Coca-Cola, du sucre, des bonbons, etc. aux enfants. Et donc, je dis, bah écoute, ma vie, si je pouvais te résumer quelque chose, c'est, tu vois, ce bateau... moi je vis dans un endroit, la société dont je viens en fait a créé un système totalement dépendant à ce type de produit. On n'a plus aucune autonomie,
malheureusement, et on chasse plus parce que déjà de un, on n'a même plus les forêts donc il y a même plus les animaux en conséquence. Et puis, on a perdu l'autonomie même de se dire qu'on est capable de chasser ou de produire notre aliment. Et donc, on est dépendant de ce type de bateau, de service, qui nous donne notre aliment finalement, mais dont on sait même plus l'origine, la provenance, qu'on soigne plus finalement comme vous le faites. Donc voilà, nous c'est de ce système-là que je viens, et c'est un système moi où je trouve ça assez triste d'avoir perdu cette relation à toute la chaîne alimentaire, et donc d'ailleurs on voit les effets collatéraux, beaucoup de gens malades, tristes, dépressifs, avec beaucoup de nombreuses maladies, de manière générale, qui ont aussi à voir avec l'alimentation, la consommation. Et là, elle m'a regardée, et c'était très beau sa réaction, parce que c'est un peu, y compris avec les personnes d'Amazonie, mais il y a des fois un peu ce mythe de la ville, le rêve de la modernité, ou le rêve européen, comme les diasporas et tous ces mouvements de migration. Et là, juste d'avoir partagé très honnêtement donc mon ressenti de mode de vie, finalement, j'aurais aussi pu lui faire rêver que c'était facile d'aller au supermarché, donner de l'argent et aller prendre, allumer, ouvrir le Coca-Cola devant la TV. J'ai donné ma perspective un peu différente. Et il y a eu une étoile dans ses yeux. Donc elle fait « Oh mon Dieu, ça doit être difficile !» Alors que bon, voilà, ça c'est contraire à l'imaginaire collectif. Elle fait « Ça doit être difficile comme mode de vie et assez triste. » Elle fait « Oh, parce que moi, écoute, chez nous, on a une terre tellement abondante, on a une quantité d'animaux, de pêche, de chasse, de fruits, machin. » Donc elle a commencé à me faire une liste, était enjouée comme ça, me donner toute la liste des animaux, des fruits, choses que je connaissais même pas. La même comparée, elle fait, ici, on voit déjà que c'est une terre indigène assez proche de la ville. Donc, on était à peu près à 2 heures d'une ville. On voit une énorme différence sur la qualité des produits, des fruits, sur la quantité des animaux. Elle fait, je suis tellement fière de là où je viens. Elle fait, je suis tellement fière de ma terre, de ma culture. Et pour moi, ça a été, très simple, un moment assez court, mais où je me dis, je me suis sentie utile. Hein. On a tous quelque chose à faire. Et entre autres, quelques jours après sont venus quelques Européens, personnes d'Europe et du Brésil, donc connaître le terrain avec nous, avec une perspective. Donc nous, quitte à venir de si loin, donc à polluer, donc avoir une empreinte environnementale, mais que ça coûte aussi de l'argent, ce type de voyage, autant déjà venir avec une perspective de projet, d'idées, de ramener son talent, ses technologies, pour déjà travailler ensemble dans cette interculturalité dont il nous parle. Et donc, plusieurs personnes me disaient, mais à quoi on peut servir? On parle pas la langue, on est différents, mais j'ai juste partagé ce type de moment très simple et honnête avec les habitants, prendre une carte, expliquer les modes de vie et peut-être casser un peu les romantismes. Juste échanger, en fait. Juste échanger, mais c'est déjà, en fait, on peut changer beaucoup de choses. Parce que moi, je sais que cette femme, je pense que elle va garder sa ferveur culturelle. Elle va s'en souvenir. Et puis elle va se souvenir de ce que tu as dit. Elle va peut-être le transmettre. À ses enfants, à son peuple, etc. Elle était messagère de tout un peuple. Donc, tu viens d'enrichir la culture de. Et qu'est-ce que ça m'a coûté, si ce n'est que ça m'a énormément enrichi. Ouais. Donc voilà. Donc c'est dans ces systèmes gagnant-gagnant très bases, du micro-macro, auquel nous on croit aussi. Donc avec Guilherme et toute cette articulation de projet, tous les partenaires avec qui on a fait cet événement Amazon Immersive, où il est temps de commencer à réfléchir à revenir des systèmes d'échange plus basiques, plus essentiels aussi, les messages de ces peuples premiers qui parlent à une essence, moi, que je reconnais quasiment peut-être en tout le monde, quelque chose qui a du sens, qui a une connexion avec la nature, avec l'autre, un sens collectif, que moi, personnellement, donc j'ai connu au cœur des tribus, de manière vraiment approfondie, mais finalement que je revois chez les enfants. Je suis maman et finalement je vois les réflexes d'enfants, en tout cas des enfants qui vivent avec un minimum d'espace de liberté et d'expression, ont tous cette essence finalement d'être au service de l'autre, de comprendre que plus on donne, plus on reçoit, de penser au partage, de vouloir le bien de l'autre, de plantes, des animaux. C'est quelque chose de très naturel qu'on voit chez quasiment, je pense, tous les enfants. Et où, effectivement, à un moment, quand on intègre avec des systèmes qui coupent cette expression, qui coupent cette naturalité, qui commencent à conditionner, à séparer que ça, c'est des maths, ça, c'est de la science et ça, c'est de la nature, forcément, mais c'est nos générations, nos enfants, nous-mêmes, on est très sensibles, facilement orientables, donc on perd cette naturalité. Mais finalement, elle est en nous. Et c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain.
et même pas que le terrain amazonien, mais ici, quand les gens viennent à nos rencontres, que ce soit des débats, des conférences, même voient nos films, ou hier on a fait par exemple une cérémonie de chant pour la paix, en contact avec toute une réflexion sur la guerre en Ukraine, des familles qui arrivaient donc dans l'espace où on était. Donc comment ça touche universellement parlant, mais au-delà des langues, des cultures, des chants qui sont très différents, des rythmes qui sont différents, il y a quelque chose qui connecte au-delà du mental, qui est ce retour à des choses un peu plus sensées et essentielles. Et c'est ce en quoi on croit, et c'est dans cette idée-là qu'on veut commencer à travailler ensemble sur des réflexions vraiment de système. On en parlait beaucoup avec Mathieu, Clarissa ces jours-ci, que on peut s'inspirer de ces modèles de faire pour penser des partenariats, y compris pour moi avec des entreprises, avec des institutions publiques, privées, avec des ONG aussi. Mais moi, je viens de ce domaine, de la coopération internationale, et où j'ai réappris mon travail, c'est avec eux. Mais un travail vraiment effectif, transparent, gagnant-gagnant, sans perdre de temps, d'énergie, de temps et même d'argent par des millions d'interlocuteurs et des perspectives des fois qui ne valorisent pas suffisamment la connaissance locale. Mais au lieu d'inviter plein de techniciens ou de volontaires d'Européens, pourquoi on n'inverse pas la logique et on commence à valoriser ce qui se passe déjà là-bas? Et puis nous, on va déjà avec un travail proactif qui n'est pas non seulement celui d'une institution, mais notre talent personnel, notre appel qu'on intègre avec l'autre, où on sait qu'on va tant apprendre sur nous qu'on va enrichir. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on apprend de base chez eux. Então, né, eu quero também poder agradecer esse momento dessa. Donc, pour conclure son partage et son dernier jour donc dans ce premier moment donc à Bruxelles pour Nui, donc il veut partager au nom de tout son peuple, donc le peuple Huniquin, qui entre autres donc traduit de la langue originale Hachaquin au portugais veut dire le peuple vrai, peuple véritable. Et voilà, il émane vraiment cette vibration de paix et de possibilités de partage, de solutions positives pour continuer à prendre soin de notre planète Terre, entrer dans de nouveaux cycles où on rentre dans cette intégrité, dans ce travail collectif, de faire du bien à la planète et donc naturellement à nous-mêmes aussi, comprendre cette relation positive. Et donc c'est ce en quoi il croit, c'est ce en quoi son peuple aussi travaille quotidiennement et prie aussi au nom de l'humanité. Donc plus concrètement, donc voilà, il rappelait au combien donc il est ouvert à disposition donc pour penser des projets avec tout type d'acteurs, mais publics, privés, locaux, internationaux, mais de long, moyen et même court terme. Donc ils ont déjà cette relation de temps où il faut déjà penser d'abord au long et après au court, mais c'est un apprentissage. Des relations, des possibilités aussi diverses donc qu'ils disaient l'éducation, où ils ont besoin d'aide pour structurer donc dans la partie physique d'une école que aussi numérique, digital, pour revenir revaloriser donc leur modèle éducationnel traditionnel, donc qui est donc j'étudie un peu très intéressant parce que par exemple je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre à ce niveau-là. L'éducation Huniquin de base sont pas des matières qu'ils ont, mais ce sont des phénomènes de la nature qui sont tous intégrés l'un dans l'autre. Et donc il y a le phénomène des plantes naturelles, qui est connecté au phénomène de la santé humaine, qui est connecté au phénomène de l'expression, qui est connecté au phénomène de l'art, qui est connecté, enfin voilà, tout en boucle, en fait, finalement, se nourrissant l'un à l'autre. Et donc, c'est une réflexion sur une relation à la réalité. Je pense qu'on a beaucoup à réapprendre et qui veulent maintenir, mais continuer à passer de génération en génération. Et donc, pour lequel ils ont besoin d'aide aussi. Ils aimeraient pouvoir le numériser, le partager au monde, avoir accès à nos types d'éducation. Et donc, ça, c'est aussi un minimum qu'on puisse faire. Donc, donner accès aux technologies qui le permettent, à l'Internet qui le permet, etc. Après, donc, il parlait aussi de volonté d'échange sur tout l'univers de la santé, puisque donc l'Amazonie est une foi qui a en son cœur une diversité de plus de 90 000 plantes médicinales et que ces peuples utilisent quotidiennement dans leur alimentation, dans leurs bains, dans leurs plantes médicinales, ritualistiques, spirituelles aussi. À chaque maladie existe une plante, existe un esprit, un animal, une culture, un chant qui s'intègre et qui soigne en fait et qui est interconnecté.
Donc, c'est des connaissances dont ils ont toute l'ouverture et l'envie de partage dans une réflexion éthique et de soins de l'humanité. Mais on voit très bien qu'on arrive aussi à une certaine limite entre la pandémie, les dépressions, les cancers et j'en passe. Après, donc, il parlait aussi de projets aidant donc l'autonomie et la soutenabilité alimentaire, donc tant de son peuple et de tous les peuples d'Amazonie, mais aussi nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous souhaite, rien que pour notre qualité de vie. Et donc, oui, il pense aussi qu'on a beaucoup à aider, par exemple avec des nouvelles modes de production, de diversification alimentaire. Comme l'agroforesterie, la permaculture, donc qui sont des choses nouvelles pour eux, mais dont ils ont besoin parce que du fait des changements climatiques, ils souffrent aussi donc de changements au niveau de leur propre production agricole traditionnelle et où on a aussi à œuvrer avec des technologies sur, par exemple, commencer à faire de la reconnaissance d'espèces pour aider à la préservation, au maintien aussi donc de systèmes de biodiversité. On aurait besoin d'aider à recenser, à planifier, à comprendre aussi donc tous les potentiels de santé, de nutrition aussi pour la planète entière. Plus directement par rapport à sa communauté, donc il nous invite aussi à l'aider donc par rapport à la construction de tout un espace qu'il veut faire aussi pour nous, pour que nous accueillir là-bas donc en intégration de mode de vie. Donc il essaie de lever des fonds pour réformer donc la maison de prière et une cuisine collective pour qu'on puisse aller là-bas. Déjà que apparemment certains d'entre nous en ont envie, donc comprendre que si on donne un peu, c'est quand le jour où on sera là-bas, on pourra dormir bien, avoir la disposition donc d'apprendre encore plus. Voilà, si on donne un minimum qui va tout de suite nous retourner, parce que voilà, ça va être l'auberge, enfin la petite maison qui va nous accueillir, ça va être le minimum de confort que nous on a besoin, un peu plus que des fois pour être bien en plein cœur d'Amazonie dans une atmosphère, un environnement aussi différent. Donc voilà, et pour ça, donc voilà, il dit je suis à disposition et puis nous-mêmes, nous aussi, donc on est là pour articuler ça. Donc on a parlé de la Floresta TV, donc qui est ce mouvement donc de travail des technologies et de l'audiovisuel donc pour partager ce message. Et au-delà de ça, donc je suis ici présente en Europe et avec Guilherme entre autres en tant que représentant d'une organisation qui s'appelle O Organisme. Donc en portugais, donc du portugais ça veut dire le grand organisme. Son nom complet c'est Organisation mondiale des cultures et systèmes régénératifs sans frontières, que nous avons fondé assez récemment, mais dans cette idée de commencer à articuler ces possibilités d'outils pour moi qui existent en telle quantité aujourd'hui. Donc des outils technologiques, des outils talents, des outils de disposition, des outils aussi institutionnels, une ONG, un institut, etc. Il en existe beaucoup. Comprendre qu'on n'a peut-être pas besoin d'en recréer comme on fait toujours, mais juste commencer à s'aligner, comprendre qu'on a tous quelque chose à faire. Il n'y a pas quelqu'un de supérieur, d'inférieur, mais commencer à se mettre en commun, en partage, d'aller sur le terrain. Donc voilà, des terrains cohérents où on sait, nous, par exemple, avec notre connaissance de terrain auprès de communautés indigènes et pas que, d'autres communautés aussi culturelles, mais par exemple, on identifie une problématique ou une nécessité, on la couple avec les technologies, les talents qui ont pour capacité d'y répondre, et on sait que sur place, en fait, on va appliquer un mode d'action où 100 devient 10 000. Mais avec quoi? De la force collective, avec du partage, avec de l'échange. Et c'est aussi toute une réflexion, je pense, très forte, on en a beaucoup parlé avec Mathieu, moi, des systèmes économiques qui m'inspirent beaucoup à partir de ces peuples, puisque c'est des peuples qui, quand des ressources arrivent, il y a une implication directe des ressources, qu'elles soient financières ou technologiques, et dans une réflexion généralement qui est collective, c'est-à-dire le peuple se réunit et réfléchit. Où est la nécessité et où est le projet finalement? Plus tôt on va investir, plus tôt il y aura aussi des impacts en échelle et en interaction, donc sur l'ensemble des enjeux de notre communauté. Et donc, par exemple, nous on a fait cette expérience de terrain donc avec un groupe de personnes d'Europe et du Brésil qui sont venues, où on était sur place une petite dizaine de jours et on a réfléchi avec toute la communauté et les personnes de l'étranger
où est-ce qu'on, donc de toutes les nécessités de base qu'on avait vues, et de toutes les possibilités, de tous les potentiels humains et collectifs qu'on voyait sur le terrain, quelles seraient les premières, les plus importantes, où on savait qu'on allait faire une plus grande différence. Et par exemple, on a notamment investi dans l'école, parce que comprenant que une école bien structurée, c'est des enfants donc bien éduqués, c'est des parents qui ont plus de temps pour planter. Donc si c'est plus de plantation, c'est plus de reforestation, et c'est un système qui se nourrit. Et ça paraît tout bête, mais ça n'est pas tant que ça. Mais parce qu'ils ont aussi pas cette notion, il faut stocker, il faut garder. Non, il faut déjà appliquer et multiplier, parce que qu'est-ce qu'on a de plus riche au monde? C'est quoi? C'est la force humaine, la disposition à travailler que ces peuples ont vraiment en leur sein. Donc, une ressource, c'est pas vu comme quelque chose d'arrêté, c'est vu comme un multiplicateur de potentialité. Et donc, plus on l'applique dans un esprit collectif, plus finalement ça va se multiplier. Donc cette action, donc on se propose donc d'aider à articuler donc sur le terrain, donc y compris donc en pouvant aller sur place avec tout type d'institutions, pour moi y compris des entreprises qui veulent réfléchir à l'essence de leur technologie, comment faire des study cases aussi sur place, mais avec une application spécifique d'une connaissance, d'une technologie, d'une science, où je pense vraiment on a tous à y gagner. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Noui, merci Mathilde. Pour votre présence ici, pour cet échange vraiment très très intéressant, très enrichissant. Et merci à vous deux aussi, forcément, Clarissa et Mathieu, d'avoir permis cette réunion, d'avoir permis cette rencontre. Je voulais juste dire que pour nous, ça a été une grande joie déjà de les accueillir. À nos propres propositions ici d'événements à impact. Ce lieu, pour moi, c'est un vecteur et il a cette fonction de passer des messages, cette fonction d'accueillir justement aussi des événements qui ont l'air si loin culturellement et pourtant qui nous concernent tous, et avoir pu donner l'opportunité à tous ces organismes, en fait, toutes les personnes qui ont participé pour ce premier événement qui est le lancement d'une tournée en Europe. Pour nous, c'est exactement l'objectif. Oui, c'était l'objectif, et que ce soit passé ici, dans ce lieu, avec nos valeurs et les leurs, et pouvoir leur donner cet élan pour la suite, je trouve ça plutôt... Ça donne envie de continuer, c'est un premier résultat. Je pense que de nos jours, on doit remercier les uns les autres pour leur implication, remercier les premiers partenaires qui nous ont suivis aussi. On en appelle bien d'autres à venir nous rejoindre, parce que ça aussi, c'est important. C'est important de communiquer, c'est important d'échanger, c'est important de s'impliquer. Donc je vous invite tous à vous impliquer, à continuer à suivre cette aventure, et notamment la création de ces podcasts et différents supports médias. Ouais, et si je puis me permettre juste de complémenter, donc effectivement, c'était un premier événement avant plusieurs autres, donc on sera en tournée en nuit avec Nuit pour à peu près 2 mois en Europe, avec de prochaines étapes en France, en Suisse, au Portugal, et où on pourrait être invité finalement, parce que c'est aussi une des propositions de cet événement, mais de la même manière qu'il s'est organisé de manière assez organique, collective et rapide. L'idée, c'est que ça peut se reproduire dans de nombreux endroits, en tout cas le concept de cet événement, et s'appliquer à d'autres types d'espaces, d'autres types de partenaires locaux, mais d'autres types de cultures aussi, où on a envie de faire cette intégration, donc Noui a si bien décrit. Et donc, mais pour ça, c'est la même chose. On est pour continuer ce type d'échange, on a besoin des invitations, on a besoin de perspectives, on a besoin d'aide aussi. Et entre autres, cette tournée là est articulée avec une campagne de crowdfunding pour lequel donc tout appui donc aide à continuer les mouvements, à aller sur place, à ouvrir des possibilités. Donc, pour nous, être ici, donc faire son travail en paix. Donc, il faut qu'on puisse se déplacer, c'est pas rien déjà. Mais aussi que pendant qu'il est là, nous on a une responsabilité vis-à-vis de sa communauté, et qu'il soit bien aussi. Comment faire un travail de paix si sa propre famille ne l'a pas. Mais donc c'est cette compréhension, voilà, si on donne chacun un petit peu de soi, nous y arrive jusque chez nous, dans notre salon, dans notre galerie, dans notre institution, dans notre entreprise aussi, pour partager ses réflexions. Il faut donner juste un minimum de nous. Et donc voilà, donc vous pouvez accompagner tout ça, notamment donc via nos réseaux sociaux aussi, de la Flores
Floresta TV, donc qui partage de nombreux films, photos, donc et toute cette tournée, nous avec Guilherme, on est depuis plus d'1 an en mouvement entre l'Europe et l'Amazonie de manière quasiment directe, donc et aussi donc en intégration de groupes, ce type d'événements. Donc voilà, vous pouvez accompagner, appuyer donc les campagnes, rien qu'un clic ou une divulgation, ça aide. Ce type de médias aussi qui s'offre à nous, donc on est toujours ouvert à multiplier les types de supports, de rencontres, à partir du moment où c'est vraiment vrai et éthique, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on mettra certainement tous les liens vers les réseaux sociaux ainsi que vers le crowdfunding dans la description de ce podcast. Merci. Merci à vous Merci à tous. Merci. et à bientôt. Obrigado. Aos.